Bonjour. Bonjour. Alors Ludovic Desmet, vous êtes économiste. On vient de voir ce reportage sur le Bitcoin. Combien existe-t-il d'autres crypto-monnaies et est-ce que toutes sont sérieuses? On en a quelques centaines qui apparaissent tous les mois, donc on est à un peu plus de 10 000 en ce moment, sachant que c'est un phénomène très récent, qu'il y a un an on en avait à peu près 5 000 et qu'il y a un peu plus de 10 ans il n'y en avait qu'une, c'était le Bitcoin. Donc voilà, c'est un univers en expansion. Et elles sont sérieuses, ces crypto-monnaies? Alors il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il y en a qui sont effectivement gérées de manière à peu près saine. Il y a des monnaies qui sont nées d'une blague entre étudiants, comme le Dogecoin, qui a attiré l'attention d'Elon Musk récemment et qui a pris une sacrée envolée. Mais au début, c'était une blague, hein. On met une tête de chien sur une monnaie numérique et on va voir si ça prend. Et donc, il y a de tout, hein. Il y en a qui ont un cours stable, il y en a d'autres qui sont très volatiles. Et donc, on trouve des multitudes de monnaies avec des caractéristiques particulières. Et alors, qui investit dans ces crypto-monnaies? Alors d'après les études, et il y en a une qui vient de sortir pour la France, ce sont essentiellement des jeunes hommes qui sont attirés par le numérique. Dans le monde, on estime qu'on a entre 5 ou 10% de la population mondiale qui est attirée par ce genre d'instruments de paiement ou de spéculation, ça dépend de ce qu'on en attend. Et donc on a quand même, ça fait du monde, hein. En France, on aurait plus de détenteurs de crypto-monnaies que de détenteurs d'actions directement. C'est quoi les avantages finalement et les risques de ces monnaies numériques? Alors, ce qu'en attendent les possesseurs, c'est une plus-value. Hein, je pense que c'est assez simple, hein. Il y a eu plusieurs générations, c'est-à-dire que quand le Bitcoin est apparu et quand les premières crypto-monnaies sont apparues, on avait un aspect militant, c'est-à-dire c'était un système de règlement alternatif qui se passait à la fois des banques et des États. C'est en pleine crise de Lehman Brothers, après 2008-2009. Et donc là, on a un aspect, voilà, on veut se passer des banques, on veut se passer des États, on regarde si ça marche. Donc il y a cet aspect militant. Après, il y a tout l'aspect trafic et commerce illégal qui s'est greffé dessus, puisque ça permettait, bien évidemment, de passer en dehors du système fiscal, du système bancaire traditionnel. Et puis petit à petit, à partir de 2015-2016, quand ça commence à atteindre les 1 000 €, là, on a des fonds de pension, des banques, des investisseurs individuels qui commencent à se greffer sur ce système-là. Sachant qu'au début, ça ne vaut rien, hein. Le Bitcoin n'a aucune valeur pendant 1 an et demi. Et ça commence à valoir 0,025 $, et puis petit à petit, ça a monté jusqu'à atteindre 60 000 $ il y a quelques mois. Est-ce que ces monnaies numériques, elles peuvent faire peser un risque sur la stabilité économique de tout un pays? Oui, hein, au début, encore une fois, c'est microscopique et ça a une valeur minuscule. Aujourd'hui, on estime que c'est entre 3 et 5 000 milliards de dollars. Ça ne cesse d'augmenter. Et on a des autorités monétaires ou financières qui commencent à appréhender. Par exemple, la Chine a interdit à la fois le minage et la vente et l'achat de crypto-monnaies, et en particulier de Bitcoin, parce qu'elle redoute, je pense, que ce système, s'il y a l'éclatement de la bulle, que ça puisse avoir des effets négatifs sur la richesse des ménages chinois, par exemple. Et, la Russie est en train d'étudier ça. On a des pays qui bannissent le Bitcoin, principalement en Afrique du Nord. Donc on a effectivement des autorités monétaires qui surveillent quand même très attentivement cet écosystème. Quel regard vous portez, vous, en tant qu'économiste, sur tout ça? Qu'est-ce que finalement ça nous apprend sur l'évolution de notre système économique, social? Qu'est-ce que vous retiendriez? Ça insiste sur un aspect qui est fondamental, il me semble, dans tout ce qui est monnaie, et dont on n'a pas forcément conscience quand tout fonctionne bien, quand on peut se servir de ces euros de manière quotidienne, c'est la confiance dans la monnaie et inversement la défiance. C'est-à-dire qu'encore une fois, cet écosystème naît au moment de la crise de Lehman Brothers, quand la troisième grande banque d'investissement américaine fait faillite, que le système bancaire mondial est en pleine dépression, et on a un inconnu qui s'appelle, dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto, qui dit voilà, on va se fier aux algorithmes. Désormais, ce ne sont plus des banquiers ou des hommes d'État qui vont plus ou moins directement contrôler la monnaie. On va se fier à un algorithme qui va générer automatiquement des bitcoins et c'est une monnaie non gérée. C'est une monnaie automatisée, une monnaie mécanisée, une monnaie, c'est l'intelligence artificielle qui la génère en quelque sorte. Et donc, à ce moment-là, il y a une défiance vis-à-vis du système bancaire traditionnel et les gens commencent à être attirés par cet aspect-là.
Et d'ailleurs, on mesure aujourd'hui que les plus gros utilisateurs de crypto-monnaies sont des citoyens de pays où on a une crise monétaire grave, comme en Turquie par exemple, au Liban, où la monnaie officielle est en pleine dépression, et donc on se raccroche à cette monnaie automatisée. Mais en dehors de ces cas de crise, je pense que pour des pays où le système monétaire fonctionne plutôt bien, comme en Europe, il me semble que c'est devenu un actif purement spéculatif. Et voilà, l'idée, c'est de s'enrichir, de jouer au casino de manière numérique. D'ailleurs, la crise du Covid a généré énormément d'épargne. Dans le monde, on parle de 5 000 milliards d'épargne supplémentaire, parce que les magasins étaient fermés dans le premier confinement. Et donc, une partie de cet argent s'est reportée vers le Bitcoin, puisque les gens étaient enfermés chez eux, devant leurs ordinateurs, et donc ont misé sur ce casino numérique, en quelque sorte. Et finalement, ces crypto-monnaies, c'est plutôt un effet de mode, ou c'est quelque chose, c'est une vraie révolution, comme a pu l'être à un moment donné Internet, par exemple? Ça devient une révolution, puisque les banques centrales elles-mêmes, qui étaient quand même visées par le projet Bitcoin, qui cherchaient à les court-circuiter, sont en train de se réapproprier le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne, mais la Banque centrale chinoise aussi, la Suède, etc., sont en train de travailler à des protocoles qui sont basés sur le système Bitcoin, la blockchain, qui permettraient de faire des paiements sécurisés de manière beaucoup plus souple et quotidienne que ce n'est le cas aujourd'hui. Et donc, les banques centrales travaillent vraiment à un euro numérique, un yuan numérique, etc. Et donc, c'est en train de révolutionner, finalement, nos moyens de paiement, avec aussi la disparition du liquide qui est programmée à plus ou moins long terme. Merci beaucoup.